Bonjour à tous et bienvenue à nouveau. Nous sommes aujourd'hui rejoints par Chas Freeman, ancien secrétaire adjoint à la défense des États-Unis, pour discuter des politiques américaines, principalement envers la Russie. Il y a eu quelques changements intéressants. Nous voyons Trump entreprendre ses efforts diplomatiques. Il a rencontré les Russes, puis il a rencontré Zelensky et les Européens, et maintenant, il semble que nous atteignons un certain blocage. Je ne sais pas si c'est la fin des efforts diplomatiques, et j'aimerais vous demander comment vous interprétez toute cette situation. S'agit-il d'un véritable effort pour instaurer la paix, ou est-ce un prétexte pour un retrait américain? Les deux, je pense. Et je ne suis pas sûr qu'on doive qualifier cela de diplomatie. Je veux dire, la diplomatie est un instrument de la politique d'État qui repose sur une définition très claire des objectifs stratégiques et leur poursuite par des moyens autres que la guerre, bien que parfois accompagnés de menaces de guerre. Et nous n'avons vu ni l'élaboration d'objectifs stratégiques, ni leur mise en œuvre. Donc je pense que ce que nous voyons, c'est d'un côté le désir sincère du président Trump d'aller à Oslo pour recevoir un prix Nobel de la paix. Apparemment, vous, les Norvégiens, avez pensé que la seule façon de faire venir Obama en Norvège était de lui en donner un. Alors, pourquoi pas Trump? Et il veut un prix Nobel de la paix pour avoir apporté la paix à tout le monde. Il affirme avoir apporté la paix à 7 conflits différents. D'autres trouvent cela quelque peu difficile à prouver. Quoi qu'il en soit, il est allé à Anchorage, je pense, parce qu'il veut vraiment instaurer la paix, mais il n'avait aucune préparation. Il n'a jamais fait de proposition. Il a improvisé, comme on dit. Il a rencontré Vladimir Poutine, qui est tout le contraire. Il est toujours extrêmement bien préparé et il a des objectifs stratégiques très clairs. Et je pense que Poutine a réussi à convaincre Trump de plusieurs choses. D'abord, que l'idée de Trump d'un cessez-le-feu sans contexte plus large était vouée à l'échec. Les cessez-le-feu figent les conflits, ils ne les résolvent pas. Et les Russes veulent une solution. Trump a donc accepté qu'il devait d'abord y avoir un accord de paix, puis un cessez-le-feu en faisant partie. Et cela semble avoir plus ou moins tenu, même s'il ne peut pas s'empêcher de lancer de temps en temps des rodomontades et des menaces, sanctions majeures, armement à longue portée pour l'Ukraine, et ainsi de suite. Voici le premier résultat. Trump a écouté. Il a appris quelque chose. Il est devenu mieux informé sur les causes du conflit et sur ce qu'il faudrait peut-être faire pour le résoudre. Le deuxième développement, très important, c'est qu'il a mis les Européens en position de gérer le conflit et de porter la responsabilité de la défaite de l'Ukraine, que tous ceux qui observent la situation de près voient venir. Il a donc eu 2 réunions, l'une à Anchorage, où il a ostensiblement reçu Vladimir Poutine en égal, offrant ainsi à Poutine ce qu'il désirait. Puis il a eu une réunion à Washington, dans le bureau ovale, avec 7 Européens qu'il a traités comme des écoliers reçus par le directeur, des représentants d'États vassaux. Cela ressemblait beaucoup aux réunions soviétiques avec les dirigeants des satellites d'Europe de l'Est pendant la guerre froide. Voilà donc les 2 points principaux. Il a suivi son principe de base que j'ai déjà mentionné. Si vous ne pouvez pas accomplir quelque chose, créez l'illusion que vous l'avez fait. Et dans ce cas, ce n'est pas entièrement une illusion. Il existe un processus de paix. Vladimir Poutine a été convaincu qu'il devait, à un moment donné, rencontrer Volodymyr Zelensky, ce qu'il avait auparavant refusé de faire. Et nous voyons maintenant Sergei Lavrov dire « Oh, eh bien, Zelensky n'est pas le président constitutionnel de l'Ukraine, et il ne peut pas engager l'État ukrainien car il n'a aucun statut légal, ayant dépassé son mandat et annulé les élections, etc. Mais il est le dirigeant de facto de l'Ukraine. »
Nous pouvons le rencontrer dans ce rôle, à condition que nous puissions établir un ordre du jour de travail pour une telle réunion. Eh bien sûr, les sommets, sauf peut-être celui d'Anchorage, sont généralement préparés longtemps à l'avance et visent à ratifier des décisions qui ont été élaborées à des niveaux inférieurs, ou parfois à pousser une question en suspens vers une résolution lors d'une rencontre entre les principaux responsables des deux parties. Cela ne s'est pas produit à Anchorage. Je pense qu'il n'a jamais été sérieusement envisagé qu'il puisse y avoir une rencontre entre Poutine et Zelensky sans ordre du jour prédéfini et sans perspective de progrès, plutôt qu'une confrontation houleuse. Nous y voilà. La diplomatie, je ne la vois pas vraiment. Et j'ajouterai un autre point. Le président Trump est dépourvu de tout instinct diplomatique. Son approche des relations internationales repose sur les menaces et la fanfaronnade, et elle est constamment changeante plutôt que cohérente. Mais les personnes qui l'entourent sont tout aussi inexpérimentées et peu professionnelles. Nous ne savons pas quel est le contenu des discussions entre Stephen Witkoff et Vladimir Poutine. Je ne suis pas sûr que quiconque le sache, à part les Russes, qui tiennent des archives méticuleuses de ce genre de choses. Et nous ne savons pas vraiment non plus ce qui s'est passé à Anchorage. Il nous reste donc un, voire deux, grands malentendus non résolus. Premièrement, comme je l'ai mentionné, il y a l'idée d'un sommet précoce entre Poutine et Zelensky. Cela doit être préparé. Cela prendra du temps. Cela pourrait même prendre des années, en fait. Si l'Ukraine a encore des années devant elle, je n'en sais rien. Le deuxième point concerne les échanges ou ajustements territoriaux. Bien sûr, les ajustements territoriaux sont la norme dans toute discussion sur la fin d'une guerre entre les parties belligérantes. Rien d'inhabituel à cela. Et l'ironie, bien sûr, c'est que nous parlons d'une Ukraine qui a été définie par. Et Joseph Staline s'est déplacé bien à l'ouest, après la Seconde Guerre mondiale, pour incorporer des zones qui faisaient auparavant partie d'autres pays. Et c'est la partie occidentale de l'Ukraine qui se montre la plus farouchement nationaliste, en affirmant une identité exclusivement ukrainienne et en s'opposant à la présence de langues et de cultures minoritaires, ou dans le cas du russe, à 29% des Ukrainiens qui parlent le russe comme langue maternelle. Nous restons donc avec la question du territoire. Et comme l'ont dit Zelensky et les Européens, il ne peut y avoir aucun échange territorial. Eh bien, peut-être, peut-être pas. La dernière question de malentendu, bien sûr, concerne les garanties de sécurité. Garanties de quoi? Garantie d'une hostilité continue de l'Ukraine envers la Russie? Je ne m'attends pas à ce que les Russes acceptent jamais une telle chose. Garantie de la présence de troupes étrangères en Ukraine? Non. La Russie est entrée en guerre pour empêcher cela. Des garanties de neutralité de l'Ukraine? Oui, sur le modèle du traité d'État autrichien de 1955. Des garanties pour les droits des minorités en Ukraine, des garanties pour l'indépendance et la neutralité de l'Ukraine, et bien sûr, une ouverture à un processus d'adhésion à l'UNOMEMER, qui prendrait probablement beaucoup de temps si jamais il aboutissait, mais qui serait très bénéfique pour l'Ukraine en termes de rétablissement de la démocratie, de lutte contre la corruption flagrante et de restauration d'un certain niveau de prospérité dans un pays dévasté aussi bien économiquement que politiquement et démographiquement. Je vais donc m'arrêter là. Ce fut un grand succès à Anchorage. Cela a mis quelque chose en mouvement. Mais ce qui est en mouvement et ce qui pourrait en découler, personne ne le sait. Il semble, oui, que ce soit là le principal succès, avoir réussi à écarter la discussion sur le cessez-le-feu. Honnêtement, cela n'a jamais vraiment eu de sens. Parce que pourquoi les Européens, Zelensky et Washington d'ailleurs, accepteraient-ils des concessions sur l'élargissement de l'OTAN
ou sur le territoire si la guerre est déjà terminée. La seule raison pour laquelle on en parle, c'est parce que nous sommes en train de perdre la guerre. Donc, cela n'est jamais vrai masse. Permettez-moi d'interrompre pour revenir à votre question initiale. La diplomatie exige le dialogue. Elle ne peut pas être menée avec succès par l'ostracisme. Si vous avez un voisin dont le chien mène en pièces votre poubelle et jette des ordures sur votre propriété, vous pourriez aller vous poster devant l'église le dimanche, de l'autre côté de la rue, lui faire un doigt d'honneur et lui crier dessus. Et cela aurait peut-être un effet. Mais il est plus probable que vous receviez un coup de poing que de résoudre le problème que vous essayez de régler. Ou bien, vous pourriez l'inviter à prendre un café ou un verre d'aquavit ou autre chose et discuter avec lui des raisons pour lesquelles il est dans son intérêt de maîtriser le comportement de son chien. Le problème fondamental ici est le refus de l'Occident, collectivement et individuellement, d'engager un dialogue avec les Russes, d'écouter les Russes, d'apprendre d'eux ce qui les motive, de leur expliquer ce qui motive l'Occident et quelles sont les limites de la menace occidentale envers la Russie, et ainsi de suite. Il doit y avoir un dialogue, mais il est désormais politiquement incorrect en Occident de parler à Vladimir Poutine, d'être vu en sa compagnie, de lui serrer la main, de l'écouter. Et donc nous n'avons pas de diplomatie. Ce que nous avons, ce sont des pseudo-événements politiques, des événements créés pour eux-mêmes. Je veux dire, le but est d'avoir un événement, non d'accomplir quoi que ce soit. Je crains qu'il n'y ait eu beaucoup de cela lors de la réunion à Anchorage. Eh bien, ce qui est étrange de notre point de vue, c'est que les Européens demandent à Trump, vous savez, nous voulons participer aux discussions, nous voulons avoir une place à la table, mais personne ne les empêche réellement de décrocher le téléphone et d'appeler le Kremlin. Mais ils ne veulent pas parler à la Russie, alors qu'ils tiennent vraiment à faire partie de la diplomatie. Donc, comme vous l'avez dit, la diplomatie consiste à s'asseoir et à discuter avec l'autre camp. Il est donc très étrange de voir à quel point le concept et le rôle même de la diplomatie se sont étiolés, et il y a presque un mépris à son égard. Encore une fois, la diplomatie doit avoir un objectif. Il ne s'agit pas simplement de conclure des accords. Si vous êtes diplomate, votre fonction est de défendre les intérêts qui vous sont confiés, dont vous avez la charge. Et cela ne peut se faire que par le dialogue. Le président Trump semble l'avoir compris, même s'il a mal géré les rencontres avec Kim Jong-un lors de son premier mandat et n'a pas obtenu ce qu'il souhaitait à Anchorage avec le président Poutine. Mais quel est l'objectif des Européens? C'est de poursuivre la guerre. Lorsqu'ils parlent de garantie de sécurité, ils n'en parlent pas en termes politiques, ils parlent de déployer des troupes en Ukraine, un nombre dérisoire de soldats. Et cela est totalement contradictoire. C'est pour cette raison que la guerre a commencé. Parce que l'OTAN, les États-Unis et les Européens membres de l'OTAN renforçaient les forces ukrainiennes pour s'en prendre aux insurgés dans les oblasts de l'Est de l'Ukraine, des russophones placés sous la protection de la Russie. Donc, l'idée que des garanties de sécurité impliqueraient d'une manière ou d'une autre le stationnement de troupes sur le sol ukrainien est absurde. Nous devons regarder l'exemple de la Suisse, qui est devenue indépendante et neutre grâce à une garantie internationale. Je crois que c'était en 1815, juste après le congrès de Vienne, ou peut-être en 1820. Il me semble qu'il y a un débat sur la date exacte, mais c'était à peu près à cette époque. Il n'y a pas de troupes étrangères stationnées en Suisse. La Suisse a une politique étrangère indépendante. Elle penche désormais assez nettement vers l'OTAN, mais elle reste un État indépendant et neutre.
Elle dispose d'une capacité d'autodéfense adéquate et n'accueille aucune troupe étrangère sur son sol. Il en va de même pour l'Autriche, créée comme État indépendant en 1955 avec le traité d'État autrichien, qui en réalité ne mentionne pas le mot neutralité. Mais tout le monde, les grandes puissances qui se sont retirées d'Autriche, les États-Unis, l'Union soviétique, la Grande-Bretagne et la France, avaient parfaitement compris ce que cela impliquait. La neutralité autrichienne a été extrêmement bénéfique pour l'Autriche, qui est aujourd'hui un État prospère et neutre, légèrement orienté vers l'OTAN, mais sans être aligné sur qui que ce soit. C'est un modèle pour l'Ukraine. On peut même évoquer le modèle de la Belgique, créé comme État tampon neutre dans les années 1830. Bien sûr, cette neutralité a été violée par les Allemands à 2 reprises. Le fait est qu'il n'y avait pas non plus de troupes étrangères stationnées en Belgique. Et pourtant, elles bénéficiaient de garanties. Et lorsque ces garanties ont été violées, nous avons eu la Première et la Seconde Guerre mondiale qui ont constitué des réponses assez convaincantes aux violations de la neutralité, entre autres choses. Alors pourquoi les Européens, qui ont une tradition de construction diplomatique, d'indépendance et de neutralité pour les États, sont-ils incapables d'appliquer ces leçons à l'Ukraine? Pourquoi insistent-ils pour perpétuer une sorte de renouveau pathétique de la guerre froide? Et c'est bien ce qu'ils préconisent. Donc, s'ils veulent faire partie de la diplomatie, peut-être devraient-ils avoir un objectif réalisable dans cette diplomatie, plutôt qu'un objectif visant à diviser l'Europe, à perpétuer la confrontation et à prolonger le danger de guerre. Il semble en effet que l'objectif soit simplement de transformer l'Ukraine en une nouvelle guerre sans fin. Mais je m'interrogeais sur la relation entre les États-Unis et l'Europe, car à mesure que le monde devient multipolaire, on constate que la plupart des pays choisissent de diversifier leurs liens pour renforcer leur prospérité et leur autonomie politique. D'ailleurs, lorsque Trump est revenu à la Maison-Blanche, les Européens ont eu des discussions et semblaient s'accorder sur la question suivante. Devons-nous nous aligner étroitement sur Trump, attendre la fin de ces 4 années, ou devons-nous défendre nos convictions et nos valeurs? Ils ont indiqué qu'ils feraient le dernier choix, mais nous avons ensuite constaté quelque chose de très différent. Ils ont simplement décidé, essayons de paraître aussi obéissants et loyaux que possible, pour que l'Amérique nous considère comme un allié précieux, parce que nous faisons tout ce qu'on nous demande. Et maintenant, nous assistons à ce triste spectacle, comme nous l'avons vu à la Maison-Blanche. Mais je suis un peu curieux de la position des États-Unis, car il ne semble pas que Trump récompense cette obéissance. Au contraire, c'est presque du mépris pour les Européens, on dirait. Je veux dire la façon dont il les a alignés, comme tu l'as dit, comme des écoliers à la Maison-Blanche. Pourquoi cela? Qu'en penses-tu? Parce qu'il pourrait au moins faire semblant de les respecter, mais il n'en ressent même pas le besoin. Est-ce lié à des politiques intérieures, ou est-ce simplement une façon de dire aux Européens où ils se situent dans la hiérarchie? Eh bien, il y avait une écolière là-bas, Giorgia Meloni, qui levait ostensiblement les yeux au ciel pendant toute la scène, manifestement très mal à l'aise d'en faire partie. Non, je pense que cette réunion et l'attitude générale de Trump envers l'Europe reflètent une absence de raisonnement stratégique et une incompétence tactique. En gros, c'est un tyran, et il méprise tous ceux qui cèdent à ses exigences. Une fois qu'il cède, il en demande encore plus. Il y a, je suppose, une glorieuse tradition de ce genre de choses dans l'Europe fasciste des années 1930 et 1940. Donnez un doigt au dictateur, il prendra le bras. Quoi qu'il en soit, il n'y a aucune stratégie ici. Il n'y a aucun processus politique à Washington. La politique, c'est simplement ce qui passe par la tête de Donald Trump à l'instant.
Et nous assistons à la détérioration sur le plan national de tout respect pour la procédure régulière, l'état de droit, la Constitution. Pourquoi s'attendre à plus d'ordre, à un processus plus ordonné dans les affaires étrangères? Nous venons donc de voir le président Trump, par pure pétulance et par dépit, imposer d'énormes sanctions au Brésil. Non pas pour des raisons commerciales, puisque nous avons un excédent commercial avec le Brésil, mais afin d'influencer la politique intérieure brésilienne pour protéger le Trump des tropiques, Jair Bolsonaro. Et il impose d'énormes droits de douane à l'Inde, ce que les exportateurs indiens vers les États-Unis considèrent comme un coup fatal. Les conséquences de cela, sur le plan stratégique, sont immédiatement visibles, avec le conseiller à la sécurité nationale de l'Inde qui s'envole aussitôt pour Moscou, et Vladimir Poutine et Narendra Modi qui ont une conversation téléphonique. Vladimir Poutine prévoit une visite anticipée en Inde en tant qu'invité d'État de Narendra Modi. Et le ministre indien des Affaires étrangères reçoit Wang Yi, le ministre chinois des Affaires étrangères, dans le cadre d'un important réchauffement des relations et d'un rapprochement entre l'Inde et la Chine. Cela sera suivi, à la fin du mois, par la visite de Modi à Tianjin pour une réunion de l'Organisation de coopération de Shanghai. Et bien sûr, une rencontre bilatérale, probablement avec Xi Jinping, ainsi qu'avec Vladimir Poutine. D'un point de vue stratégique, c'est un but contre son camp incroyablement coûteux. Je ne sais donc pas si l'on peut vraiment psychanalyser le comportement de Trump envers les Européens, si ce n'est en termes de cours d'école, ce que fait un tyran. Et ici, je dirais que les Européens, vous savez, il suffit de regarder le soi-disant accord commercial, qui n'est pas vraiment un accord, que von der Leyen a accepté. C'est extrêmement désavantageux pour l'Europe. Et ce n'est pas la fin. Je veux dire, d'autres ajustements ont été faits continuellement par les États-Unis depuis lors. Il en va de même pour le soi-disant accord avec le Japon, qui n'est pas un accord. Nous revenons donc à la diplomatie. La diplomatie repose sur l'idée qu'il y aura une convergence des esprits derrière tout soi-disant accord, que les termes de l'accord seront clairement définis, que les deux parties respecteront le principe latin pacta sunt servanda, les accords doivent être respectés, et que les choses se dérouleront de manière prévisible. Rien de tout cela n'est vrai. Donc encore une fois, je ne vois aucune diplomatie ici. Je vois un peu d'agitation de tous les côtés. En ce qui concerne la question de savoir si Trump souhaite réellement instaurer la paix ou simplement transférer la guerre aux Européens, il semble subsister une certaine hostilité envers la Russie. Il a été avancé qu'en Alaska, ils étaient à peu près d'accord sur tout, sauf sur un point. Je ne sais pas exactement lequel. Mais on constate toujours que l'administration Trump cherche à isoler la Russie et à s'attaquer à son économie. On observe la pression exercée sur l'Inde, par exemple. On leur dit qu'ils devraient réduire leurs liens économiques avec les Russes. Il y a aussi un tweet de Trump dans lequel il demande « Pourquoi l'Ukraine ne passe-t-elle pas à la défensive ?» Ils ne peuvent pas gagner s'ils ne passent pas à la défensive. Et maintenant, on nous dit qu'il a approuvé la vente de milliers de missiles IRAM qu'ils peuvent utiliser. Ce sont des missiles longue portée pour frapper la Russie. Donc, il semble que, alors qu'il parle le langage de la paix, il intensifie la guerre contre la Russie. Et on peut voir deux raisons possibles. Premièrement, il veut obtenir des concessions russes pour les rapprocher d'un accord de paix. Ou bien, il veut poursuivre la guerre longue, mais sans laver les mains. C'est juste plus difficile pour moi de... Je me demande simplement, comment interprétez-vous ces changements de comportement? Eh bien sûr, son style de négociation repose toujours sur les menaces et la pression.
donc c'est un facteur à prendre en compte ici. Mais n'oublions pas qu'il a réussi à créer une position de repli sur l'Ukraine. Et cette position est la suivante. Européens, vous voulez poursuivre la guerre? Je ne m'y opposerai pas. Vous voulez acheter des missiles IRAM? Allez-y. Je vous les vendrai pour les transférer à l'Ukraine, mais je ne m'impliquerai pas en Ukraine. C'est votre responsabilité. Et d'ailleurs, maintenant que vous avez pris la responsabilité de gérer la Russie, je vais me concentrer sur la Chine. Il y a très peu de penseurs stratégiques dans l'administration. Des gens comme Elbridge Colby, c'est leur intention. Il y a donc ici un minimum de raisonnement stratégique. Mais la principale motivation, selon moi, est la suivante. C'est la guerre de Biden. Je n'accepte pas de devoir l'hériter. Je vais faire en sorte que les Européens, qui semblent désireux de poursuivre la guerre, prennent le relais. Je vais maintenir l'alliance en vie en jouant sur leur naïveté et au passage en gagnant un peu d'argent. Et donc, quand l'Ukraine perdra, je pourrais dire « Regardez, je n'ai pas modifié la coopération en matière de renseignement. Je n'ai pas privé l'Ukraine d'armes, même d'armes d'attaque à longue portée, environ 400 kilomètres, je suppose, dans le cas de l'IRAM. Bref, ce sont les Européens qui ont tout gâché. Eh bien, en réalité, c'est probablement vrai, mais c'est un coup bas, à mon avis. Si j'étais Européen, je n'apprécierais pas d'être mis dans cette position. Oui, eh bien, il semble jusqu'à présent satisfait. Certains Européens, comme les Italiens et les Slovaques, se retirent. Ils ne veulent pas dépenser leur argent pour acheter des armes américaines afin de mener une guerre perdue d'avance. Mais il y a toujours des Européens prêts à le faire. Je voulais poser une question à ce sujet. Permettez-moi simplement de dire, vous savez ce que les Européens ont fait. Nous avons donc le chancelier Scholz, à qui les Russes ont dit que s'ils produisaient des missiles Taurus pour l'Ukraine en Allemagne, les Russes détruiraient l'usine. Ils les exportent donc en pièces détachées vers l'Ukraine, où ils sont assemblés, et les Russes détruisent aussitôt l'usine où ils sont assemblés. Et, d'après ce que j'ai compris, anéantissent pratiquement tout le stock. C'est donc une ruse, mais cela illustre un point clé. Nous vivons dans un monde où les dirigeants politiques sont coupés de leurs électeurs. L'opinion publique n'est pas en accord avec ce que font les dirigeants européens, à l'exception de Robert Fico et d'autres. Je pense que les Hongrois soutiennent globalement les politiques de Viktor Orban. Mais regardez les arrangements politiques dans les grands pays européens. Je veux dire, certains se sont manifestement retirés. Nous n'avons pas mentionné l'Espagne, mais il est clair qu'ils n'avaient aucune envie de s'impliquer dans cette affaire. Je pense que tu as raison concernant l'Italie, qui se retire progressivement. Quelle autorité Macron a-t-il encore dans la politique française aujourd'hui? Donc, nous avons un problème. C'est précisément ce phénomène, le ressentiment populiste face à l'indifférence des élites envers l'opinion populaire, qui a porté le président Trump au pouvoir. Et maintenant, ironiquement, en Europe, cela fait émerger des partis comme Alternative für Deutschland, qui est interdit dans de nombreux espaces politiques. En d'autres termes, la démocratie est déformée afin de préserver l'aliénation entre les dirigeants et les masses. C'est tout à fait extraordinaire. Je ne pense pas que les penseurs des Lumières, qui ont forgé le système démocratique moderne, y compris la République américaine, verraient autre chose qu'une régression dans cette situation. Pensez-vous que ces nouveaux efforts pour prolonger la guerre, par exemple l'envoi de missiles, changeront vraiment la situation? En 2016, l'une des raisons pour lesquelles Obama ne voulait pas escalader, c'est que vous savez, les Russes avaient certains avantages en menant une guerre à leurs frontières. D'abord, ils bénéficient d'une logistique supérieure grâce à la proximité, mais c'est aussi une question d'importance pour eux.
Je veux dire, l'Amérique se battrait sans doute bien plus férocement si cela se passait au Mexique et que les Russes s'y étaient installés. Mais il est difficile d'imaginer que les Européens et les Américains considèrent cela aussi important que les Russes. Non, je pense que c'est un point clé. L'équilibre de la ferveur, comme je l'appelle, est très nettement défavorable à l'Occident. Autrement dit, les Russes se soucient bien plus des enjeux que l'Occident. C'est d'une certaine manière une répétition de la guerre du Vietnam, où les Nord-Vietnamiens se souciaient bien plus de l'issue du conflit que les Américains. Et au final, les Américains ont cédé. Je pense fondamentalement que les États-Unis ne sont pas intéressés à poursuivre la guerre en Ukraine. Les Européens semblent déterminés à le faire. Et les États-Unis, de façon cynique, sont prêts à permettre aux Européens de continuer. Mais c'est insensé, et cela ne mènera nulle part. Vous demandez quel serait le résultat, la conséquence du déploiement de missiles iraniens. La conséquence sera une contre-escalade de la part de la Russie qui est en position de le faire car elle a renforcé sa capacité de production de toutes sortes de missiles, y compris les Kinzhal et d'autres qui sont imparables. Elle a également mis au point des tactiques de combat contre l'armée ukrainienne en déroute, qui manque de personnel pour défendre les lignes de front et recule progressivement. Je pense que, vous savez, les Européens se disent aujourd'hui très inquiets de la possible perte d'Odessa et de la côte de la mer Noire par l'Ukraine. Je pense qu'ils devraient l'être, car la seule solution qu'ils proposent est de continuer comme avant. Et continuer comme avant signifie plus de pertes pour l'Ukraine, plus de morts, plus de territoires perdus, plus d'humiliation. Je pense donc que les Russes ont habilement contourné la question de savoir qui pourrait représenter l'Ukraine lors d'une cérémonie de signature de traité. Mais cela implique que quelqu'un comme Zelensky à Londres devrait probablement succéder à Zelensky. Et nous constatons en Ukraine une accélération apparente de la fuite des capitaux vers des endroits comme les Émirats arabes unis et Chypre, où la corruption ukrainienne n'est pas remise en question lorsque des fonds sont déposés. C'est donc un tableau peu reluisant, et je trouve incompréhensible que quiconque se soucie un tant soit peu de l'Ukraine ou des Ukrainiens veuille que cela continue. Vous savez, toute guerre doit finir, et celle-ci se terminera entièrement aux conditions russes, à moins qu'une négociation n'ait lieu maintenant. Les Russes semblent prêts à faire des compromis sur la part des deux oblasts les plus au sud qu'ils conserveraient dans une nouvelle frontière. Ils ne sont clairement pas prêts à faire des compromis sur Donetsk ou Louhansk, ni d'ailleurs sur la Crimée. Il faut donc être réaliste. Si nous continuons ainsi, l'Occident va être humilié, l'Ukraine va être amputée, rien n'aura été résolu, si ce n'est que les Russes auront désormais une nouvelle frontière à l'ouest. Et elle sera fortement garnie. L'Europe restera divisée. Je croyais que nous voulions une Europe unie et libre. N'est-ce pas ce que nous voulons? Eh bien, la clé, c'est la neutralité et l'indépendance de l'Ukraine. Et la Russie a démontré qu'elle n'est pas prête à tolérer l'armement de l'Ukraine contre elle. Soyons réalistes. Les Américains n'iront pas, et je ne pense pas que les soldats britanniques ou français aient le moindre intérêt à y aller. Et je sais que les Allemands ont dit qu'ils n'iraient pas en Ukraine. Alors de quoi parlons-nous ici? Nous parlons de plus d'Ukrainiens morts. Et je ne sais pas si le piratage russe des chiffres des pertes du ministère ukrainien de la Défense est réel ou non. Cela me semble authentique. Il est indiqué que 1,7 million d'Ukrainiens sont morts, ont été grièvement blessés, ont déserté ou sont portés disparus. C'est un chiffre énorme et il ne devrait pas être ignoré par la presse, ce qui est pourtant le cas. Si ce chiffre est même proche de la réalité,
On peut voir à quel point l'Ukraine vacille au bord de l'abîme. Le problème, c'est qu'au moins en Europe, ils ont cette idée que si vous soutenez l'Ukraine, alors vous ne pouvez pas saper l'effort de guerre, ce qui signifie que vous ne pouvez pas affaiblir le soutien à la guerre. Donc chaque fois que vous parlez d'Ukrainiens enlevés dans la rue, des taux de perte horribles ou de l'autoritarisme de Zelensky, tout cela est perçu comme sapant le soutien occidental à la guerre. Il est donc considéré comme presque anti-ukrainien d'en parler. Ainsi, si vous mentionnez que 69% des Ukrainiens souhaitent des négociations immédiates pour mettre fin à la guerre, cela est vu comme une position anti-ukrainienne parce que vous affaiblissez la guerre. Je pense donc que les Européens se sont simplement piégés eux-mêmes dans cette posture de lobbying pour la guerre. Ce chiffre de 69% est une nouvelle illustration de l'aliénation des dirigeants par rapport aux masses. Je veux dire, les Ukrainiens, j'ai vu des interviews de personnes dans la partie de Donetsk encore contrôlée par l'Ukraine, où les gens disent « Écoutez, peu m'importe dans quel pays je me trouve, je veux juste qu'on me laisse tranquille, qu'on arrête tout ça, que ça cesse. » Je pense qu'il y a beaucoup de gens en Ukraine occidentale qui sont catégoriques. Il ne doit y avoir aucun compromis. Mais on voit aussi des réactions à cela. Le président polonais agit contre les banderistes, les partisans de Stepan Bandera. Pourquoi? Parce que 150 000 Polonais ont été assassinés par eux, ainsi que 250 000 Juifs. Voilà pour l'Ukraine occidentale. Est-ce que cela peut tenir, Jim Geller? Le nombre de récits fabriqués, de réalités fictives qui ont été créées, c'est un château de cartes. Atstein Semersi, Mon. Juste ma dernière question. Je pourrais vous demander de faire une prédiction sur ce qui va se passer. Mais le problème avec les prédictions, c'est qu'il y a trop de variables inconnues. En dehors de la guerre en Ukraine, les États-Unis rencontrent quelques difficultés économiques. Les Allemands et d'autres Européens sont également en difficulté économique. Il pourrait y avoir une guerre au Moyen-Orient. Mais au lieu de vous demander ce que vous prévoyez, comment voyez-vous les États-Unis et les Européens être distraits? Ou quel type de perturbations possibles voyez-vous qui pourraient affecter la guerre en Ukraine? Pensez-vous qu'une crise économique pourrait survenir aux États-Unis? Parce que certains chiffres sont un peu préoccupants en ce qui concerne les obligations, le dollar. Il y a beaucoup d'indicateurs, ce qui explique en partie un certain pessimisme, je suppose. Eh bien, il est toujours possible d'imaginer des scénarios catastrophiques. Et en ce moment, il y en a beaucoup. Nous avons un président qui tente de détruire l'indépendance politique de la Réserve fédérale. Nous avons un président qui a instauré un État policier aux États-Unis où la procédure régulière n'entrave pas l'action des forces de l'ordre contre toute personne soupçonnée de ne pas être citoyenne. Et nous assistons à un tournant vers la loi martiale. D'abord à Washington, D.C., mais apparemment avec l'ambition d'étendre cela à Chicago, comme cela a été fait à Los Angeles. De fausses situations d'urgence sont déclarées. Nous sommes gouvernés par décret exécutif, ce qui relève de la dictature et non de politique légiférée. Nous avons un Congrès qui est apathique, ressemblant aux 7 Européens dans le bureau ovale, intimidé et plus enclin à la flagornerie qu'à un discours franc. Nous avons des droits de douane qui entrent en vigueur, ce qui va fortement augmenter le taux d'inflation. Nous avons le président de la Réserve fédérale, Powell, qui déclare à Jackson Hole « Eh bien, nous n'avons pas besoin d'augmenter les taux à court terme, ce qui est tout ce qu'il peut faire. Il ne peut pas agir sur les taux à long terme. Ceux-ci sont décidés par le marché. Nous n'avons pas besoin de le faire parce que le marché du travail se contracte. » Mais ce qu'il vient de dire
c'est que nous avons plus d'inflation et une croissance plus faible. Cela signifie donc que nous sommes en stagflation. Il n'a simplement pas utilisé le mot. Donc oui, on voit les détenteurs d'obligations, les détenteurs de bons du Trésor à l'étranger se débarrasser de leurs bons à l'échéance au lieu de les renouveler. Nous avons une dette nationale hors de contrôle. Il n'y a aucun processus politique à Washington. Nous avons une Cour suprême qui a facilité et encouragé une transition d'un système de freins et contrepoids vers une dictature de la branche exécutive. Oui, on peut dire qu'il y a de quoi être pessimiste, même sans regarder la scène internationale. Vous demandez ce qui pourrait perturber la guerre en Ukraine. Eh bien, que diriez-vous d'Israël qui renouvelle ses attaques contre l'Iran, auxquelles les Iraniens répondront cette fois de manière beaucoup plus vigoureuse, d'une façon qui n'épargnera pas les civils israéliens comme lors des attaques précédentes. Israël, d'ailleurs, étend son occupation de la Syrie à l'heure où nous parlons, ce qui accroît les risques de guerre. Et bien sûr, il y a la situation révoltante dans le Calvados, où 130 000 enfants risquent de mourir de faim dans les prochains jours. 500 000 personnes au total. Bien sûr, les adultes les plus robustes pourraient survivre. Nous n'en savons rien, et personne ne fait rien à ce sujet. Ainsi, vous avez les ingrédients d'un mécontentement populaire dans tous les sens, tant sur le plan intérieur qu'international. Nous avons aussi, je terminerai simplement en disant qu'il n'y a eu aucune résolution, aucune diplomatie du tout sur la question de Taïwan. La relation politique ou juridique de Taïwan avec le reste de la Chine. Et c'est la bombe à retardement. Nous allons bientôt avoir, je crois, un défilé le 3 septembre, ou peut-être le 2, à Pékin, qui mettra en avant les fruits de la puissance technologique chinoise dans le domaine militaire. Dans bon nombre des systèmes que les Chinois ont développés, il n'existe pas de réponse occidentale. Et ils ont beaucoup appris de la guerre en Ukraine d'ailleurs. Ils disposent d'un nouveau char léger, qui est assez redoutable en termes de capacité d'autoprotection contre les drones et autres menaces. Nous vivons donc dans un monde où les dépenses de défense augmentent. Les préparatifs de guerre avancent, et tôt ou tard, si l'on se prépare suffisamment à la guerre, elle finit par arriver. Quelles sont donc les possibilités? Elles sont nombreuses. Et qui gère tout cela? Franchement, personne. Vous savez, les Chinois pourraient jouer un rôle dans la gestion de l'ordre mondial, mais ils n'en ont pas envie. Les États-Unis ont perdu la capacité de le faire, ainsi que la volonté. Donc, vous savez, je pense que vous avez commencé par poser une question sur la diplomatie. Une grande partie du corps diplomatique américain, auquel j'ai appartenu il y a une trentaine d'années, et dans lequel j'ai servi pendant 30 ans, a disparu. Et nous sommes confrontés à des questions de politique pour lesquelles il n'y a aucune expertise dans la salle. Ces questions sont traitées comme des postures politiques internes plutôt que comme de véritables sujets diplomatiques relevant de l'art de gouverner. Bref, puisque vous vouliez votre dose de pessimisme, j'espère en avoir fourni suffisamment. Cela a certainement bien illustré la raison du pessimisme. Eh bien, c'est juste que lorsque vous entrez dans une tempête, comme cela semble être le cas en ce moment, vous aimeriez simplement que quelqu'un soit aux commandes. Idéalement, de grands diplomates, vous savez, les George Kennan de notre époque peut-être. Mais, eh bien, où sont-ils? Ils sont à Moscou et à Pékin. Ils ne sont pas en Occident. Je ne les vois pas non plus. Tout ce que je vois, ce sont des postures morales et des tentatives de contrôler le récit. C'est un état du monde assez triste. Mais merci de partager votre pessimisme.
Pour un diplomate, l'optimisme est comme le courage pour un soldat, vous savez. Il faut croire que l'on peut réussir. Je pense qu'il existe des solutions à tous ces problèmes. Le problème, c'est que nos élites politiques refusent d'envisager toute discussion sur ces solutions. Donc, si l'on exclut tout sauf la poursuite du statu quo, on obtient simplement plus de la même chose, mais de façon croissante. Et c'est ce qui nous attend. Quoi qu'il en soit, il fait soir à Oslo, et je pense qu'il est temps d'aller vous coucher. Merci encore. D'accord, au revoir.